Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission À votre santé sur JSF TV en partenariat avec Réseau International, avec Profession Gendarme. J'espère que vous m'entendez bien parce que je n'ai pas mon matériel habituel. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 juin 2026 et petite émission à l'arrache. Je n'étais pas censé en faire une parce que je n'étais pas dispo, mais grâce à la SNCF qui a un train pour des raisons de canicule, eh bien, je prolonge mon séjour et donc je suis disponible ce soir et j'ai fait appel à deux invités que vous connaissez bien parce qu'ils sont déjà intervenus dans cette émission, notamment pour nous parler fin de vie, don d'organes. Et je dis don, mais vous savez bien, on ne parle pas forcément de don d'organes, mais peut-être aussi un peu de trafic, même si ça reste à prouver. Doc, Et améliore ton aujourd'hui, cadrage, par s'il te contre, le plaît. lundi 22, Doc, s'il te plaît, améliore ton cadrage. On voit que la moitié de ta tête. Merci. je vous avais bien dit que je n'ai pas mon matériel habituel. Et donc le lundi 22 juin 2026, c'est aujourd'hui que s'est ouvert à l'Assemblée parlementaire la troisième lecture du projet de loi fin de vie et euthanasie. C'est pour ça que cette émission a lieu. En principe, l'adoption définitive de cette loi devrait être effective au 15 juillet prochain, c'est-à-dire en pleine période estivale, et quand vous avez autre chose à faire que de vous mobiliser. Coup classique, nos chers politiciens l'ont déjà fait sur de nombreux sujets brûlants, et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Mai 2025 à 305 voix contre 199. En février dernier, un écart moindre, soit 299 contre 200. Entre-temps, il y a une mobilisation citoyenne qui a été considérable et de nombreux députés qui étaient au départ favorables à cette loi ont compris dans quelle dangereuse passe on s'engageait et les risques immédiats et à long terme qu'il y avait à faire la promotion de l'euthanasie et du suicide assisté dans une société où on ne prend plus soin des personnes fragiles. Il s'agit d'une dérive anthropologique considérable puisqu'il s'agira d'autoriser à donner la mort à une personne innocente hors période de guerre. Cela est tout à fait conforme, d'ailleurs, avec les déclarations du résident de la République en mai 2025 à la Grande Loge de France. C'est sans commentaire. D'abord, quelques chiffres clés qui sont glanés sur le site Alliance Vita. Il y aura en 2030 plus de 6 millions de personnes âgées de plus de 75 ans. Actuellement, nous avons 750 000 personnes âgées en situation concrète de mort sociale du fait de l'isolement et de la précarité. 2,5 millions de personnes qui se sentent seules tous les jours ou presque, et 20% de suicides concernent les personnes âgées de 75 ans et plus. C'est dire si notre société va mal. À cela, vous ajoutez la dégradation des services hospitaliers que vous avez tous pu constater. Faute de soins efficients, on propose, pour éradiquer la pathologie, d'éradiquer le malade. Nos aînés et les personnes fragiles seraient-ils donc à considérer comme des indésirables, des encombrants, des inutiles, puisque improductifs? Rappelons tout de même que, n'ayant aucune idée de juridique, le serment d'Hippocrate qui a été prononcé par chacun des médecins au moment de sa thèse certifie clairement, je cite, « Je ne provoquerai pas la mort délibérément ». Et d'ailleurs, plus précisément, voilà ce qui est écrit. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai pas la mort délibérément. Il y a 4500 ans, le père de la médecine était déjà défavorable à l'acharnement thérapeutique et à l'euthanasie. Dans un autre passage, et c'est intéressant, pour ce qui concerne la clause de conscience des soignants, il est décrit ceci. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Je répète, même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. Et quoi de plus contraire aux lois de l'humanité que de donner la mort à son semblable? Je vais faire tout de suite venir mes invités, qui sont Valérie Ferrier et Éric Mercier. Alors aujourd'hui, à l'heure où nous parlons des manifestations ont lieu dans de très nombreuses villes de France. J'espère que vous avez pu rejoindre l'une d'entre elles à partir de 18h. Pour ceux que ça intéresse et qui croient encore au jeu démocratique, et même le professeur Sapin, un pédiatre parisien, qui a mis en ligne une pétition. On pourrait retrouver également une émission que nous avons faite sur ce sujet avec Jean-Frédéric Poisson,
C'était en mars 2026 et qui était intitulé Loi fin de vie, la mort sur ordonnance, point d'interrogation. Voilà, nous, avec Valérie et Eric, on avait déjà fait une émission montrant les dangers encore plus importants que l'on soupçonne si on regarde dans les coulisses de cette affaire. Et la proposition de loi de fin de vie actuelle pose un problème fondamental concernant des critères d'éligibilité. Il y a des personnes éligibles à cette fin de vie, des personnes éligibles. Ces critères, par contre, sont suffisamment flous pour être sujets à diverses interprétations. Nous sommes donc à risque de constater des abus potentiels. Or, comme il s'agit d'une question de vie ou de mort, nous ne pouvons pas nous taire. Pour rappel, même le Conseil national de l'ordre des médecins, même l'Académie nationale de médecine sont farouchement opposés à cette légalisation. Et or, tout récemment, le Conseil constitutionnel n'a pas jugé pertinent d'organiser un référendum sur la question d'une exclusion, sur le prétexte d'une exclusion de la provocation active de la mort dans la notion de soin. Voilà. On ne saura donc pas, par les urnes, ce qu'en pensent les Français. Le Conseil constitutionnel a dit non. Alors, dans une société qui se targue d'avoir aboli la peine de mort pour des crimes graves, comment peut-on, sans sourciller, accepter une loi qui donnera la mort, je cite, par compassion, envers des personnes innocentes et souffrant dans leur corps ou dans leur esprit? Nous avons quelques années de recul sur l'euthanasie dans des pays comme la Suisse, la Belgique, le Canada. Il serait intéressant de s'y pencher pour constater comment ça se passe, quelles sont les dérives, les dangers et les éventuels résultats. Une autre part de ce projet de loi concerne le suicide assisté et un troisième volet, les soins palliatifs. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire avec le professeur Sapin qu'il existe une antinomie flagrante entre euthanasie et soins palliatifs et qu'il n'est pas possible de promouvoir les deux, quoi qu'en disent les acharnés de la dose létale. Alors aujourd'hui, je vous propose, avec Éric Mercier et Valérie Ferrier, de refaire le point, puisqu'ils ont largement étudié ce sujet, les enjeux à la fois médicaux, éthiques, économiques. Et je vous propose de leur laisser la parole. Ils vont brièvement se présenter. Et puis, on va bien les écouter à fond. J'ai fini de parler. Je relancerai de temps en temps pour poser quand même quelques questions parce que ce sujet mérite qu'on aborde tous les détails possibles. Mais je vous propose d'écouter vraiment avec attention parce que il faut pouvoir décider pour soi et influencer aussi les hommes politiques qui vont prendre des décisions de vote pour qu'ils ne votent pas dans l'ignorance. Pour information, et je le rappellerai en fin d'émission, rendez-vous également à tous ceux qui le peuvent ce dimanche 28 juin de 16h à 18h à Paris. Alors c'est juste 2 heures de votre temps, 2 heures de votre dimanche, pour une loi qui pourrait concerner vos proches, vos parents, vous-même. C'est un rendez-vous à partisans, car la mort concerne tout le monde, qu'on soit jeune, âgé, de gauche, de droite, en pleine santé ou handicapé, ou qu'on soit même indifférent à la chose politique, c'est pas un problème. On est tous concernés, on va tous mourir à un moment donné, et ça serait bien que ça soit le mieux possible et d'une mort naturelle. Alors, citoyens, allez-y en noir. Soignants, allez-y en blouse blanche. Éric, Valérie, bienvenue à vous. Valérie, je voudrais juste te demander de te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es journaliste scientifique et tu es impliqué depuis de nombreuses années dans ce combat contre l'euthanasie. Bonjour, merci de votre invitation. Effectivement, je suis journaliste scientifique. C'est un peu au pied du mur de certaines circonstances que je me suis intéressée à ce sujet. Non pas sous la casquette d'activiste, mais vraiment de celle de journaliste d'investigation. Et effectivement, au fil des mois, des années de travail sur le sujet, on va dire que mon regard s'est profondément modifié. Aujourd'hui, vous donnez le là, en fait, avec le titre que vous avez choisi pour cette émission, c'est-à-dire le forcing. Les dés sont jetés. Cette loi va passer. C'est une loi politique. C'est un peu comme l'élection du président Macron. Maintenant, ce qu'il faut essayer de décrypter, c'est les tenants et les aboutissants. Et surtout bien comprendre que se focaliser sur le texte euthanasie serait une grave erreur, car le plus dangereux, le plus risqué des deux, et le plus lourd d'enjeux et de conséquences, c'est celui portant sur les soins palliatifs. Voilà.
et on va certainement être amené à vous expliquer avec Eric en quoi les partisans de l'euthanasie ou de la mort médicalisée peuvent à la fois défendre l'euthanasie et les soins palliatifs. On va vous expliquer comment. Merci beaucoup Valérie. Eric? On t'entend pas Eric, ton micro. Oui, pardonnez-moi, j'avais coupé mon micro. Je suis Eric Mercier, un banal infirmier qui a quelques décennies de pratique hospitalière diverses et variées. Également l'acolyte de Valérie dans des recherches, dans des travaux, dans des heures passées à essayer de décrypter cette vague qui va déferler. J'entends parfois des médecins, des collègues dire ça va être un carnage. Bah oui. Et notre travail maintenant va être d'aider la population à bien comprendre ce qui se passe, à bien décrypter le contenu de la loi. Il va falloir aider les gens à se défendre, car si il y avait une problématique de question de départ, êtes-vous pour ou contre l'euthanasie, et les gens se sont fait enfumer parce que, comme l'a très bien rappelé Valérie, certes c'est un débat, mais le cheval de Troie du projet de loi euthanasie, ça je n'ai eu de cesse de le dire, le cheval de Troie du projet de loi euthanasie, c'est bien le projet de loi soins palliatifs, hein, c'est bien comment dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et les bonnes intentions du projet de loi soins palliatifs vont paver l'enfer du projet de loi fin de vie. S'il y avait cette première problématique, il y avait aussi une problématique qui était: est-ce que les gens sont pour ou contre l'euthanasie? Faux débat, c'était: est-ce que les gens ont compris qu'il s'agit d'une euthanasie de masse? Et maintenant, on va passer à un niveau supérieur de façon visible, parce que c'est déjà le cas, qui sera faudra-t-il vous cacher pour mourir de mort naturelle? Ça va être extrêmement tragique. Malheureusement, je ne devrais pas le dire sous cet angle-là, mais intéressant d'un point de vue strictement juridique. Il va y avoir de la casse parmi les plus faibles, les plus pauvres, les plus fragiles, mais surtout, il va y avoir de la casse parmi les soignants, et je prétends qu'il va y aussi avoir de la casse parmi les juges d'instruction. Ça va être bien compliqué. Je vous ferai part d'un courrier que j'ai envoyé à une juge d'instruction il y a quelque temps maintenant, lorsque le fameux article 17 n'avait pas été supprimé, vous savez, sur le délit d'entrave. Donc il a été supprimé, mais ça change rien au problème. Enfin, on va rêver, ça reviendra. Oui. Mais de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter. Comme l'a bien rappelé Valérie, entre guillemets, bon, il y a un tout petit peu de baroud d'honneur pour certains députés de droite et quelques-uns de gauche, mais les jeux sont faits. Mais on va se battre encore et après. On va se battre encore et après. Ouais, c'est clair. Et c'est quand même une sacrée dérive dystopique que tu nous décris là, Eric, parce que tu nous disais il va falloir se cacher pour en mourir naturellement, un peu comme dans un cimetière des éléphants. Oui, non, mais bien sûr. J'ai échangé avec une amie il y a peu de temps qui est dans une unité de soins palliatifs pas très loin de chez moi. Et c'est ce qui veut tout et rien dire maintenant, unité de soins palliatifs. Hein. Il y en a qui font un travail vraiment honnête et de haute qualité. Je pense aux unités de soins palliatifs où sont passées Catherine Bouissou, qui est la présidente du syndicat Liberté Santé, ou Geneviève Bourgeois. Là, on peut discuter avec des gens qui ont un haut niveau en soins palliatifs, qui savent ce que c'est. Mais il y en a combien des unités de soins palliatifs comme ça? Et une de mes collègues me disait: tu sais, Eric, maintenant, quasiment tous les départs dans l'unité de soins se font sous midazolam. Pardon? Sous midazolam? Quasiment tout le monde mis en sédation profonde et continue jusqu'au décès, avec la chaleur qu'on a. On en a déjà parlé avec Valérie, avec aucune réévaluation des protocoles. Alors, les gens là qui crèvent de chaud, en plus ils sont sous furosémide. Ça se passe comment? Aucune évaluation là-dedans. Enfin, on va en reparler avec Valérie.
Non, il va falloir que les gens se cachent pour avoir une mort naturelle. Oui, oui, bien sûr. On va se retrouver en pleine balle, exactement comme les Anglais ont vécu le Liverpool Cairpathway qu'ils ont stoppé en 2014. Alors nous, on fonce dans le mur, en face du TGV, on se jette du haut de la falaise. Et là, par contre, la grande infamie, avec une immense majorité, une loi, une loi sur les soins palliatifs fin de vie, votée à l'unanimité, tant pour les députés que pour les sénateurs. Ils se sont littéralement plantés. Autant il y a de l'infamie et de la trahison et du mensonge dans la loi euthanasie, autant il y en a également dans la loi soins pal, mais également une absence de travail. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien compris, quoi. Valérie, je te laisse détailler. On a un petit peu de mal à comprendre comment le fait de parler, de légiférer sur les soins palliatifs pourrait être quelque chose de nuisible. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu? C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. Je pense qu'on peut être raccord avec la première émission qu'on a fait avec vous deux, Eric, enfin les deux Eric, qui expliquait comment la crise Covid nous a fait basculer dans l'euthanasie. Il ne faut pas oublier que les protocoles palliatifs de l'époque, les protocoles de détresse respiratoire, étaient à connotation palliative. On n'a pas officiellement euthanasié les personnes qui sont décédées depuis 2020 avec le Rivotril ou le Midazolam officiellement, mais dans la réalité, c'est pourtant ce qui s'est passé. Et il faut savoir que les protocoles ont été drastiquement modifiés début 2020 et que ça a permis. En fait, Valérie, on a juste transformé les mots. L'intention. On a surtout transformé un changement des mots. On a surtout transformé les protocoles. C'est-à-dire qu'on parlait toujours de sédation palliative, voilà. Et en réalité, les protocoles ont été complètement modifiés. Les durées pendant lesquelles les personnes passaient dans ces protocoles également, puisque comme on augmentait les doses, les personnes décédaient beaucoup plus vite. Et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que c'est à la SFAP qu'a été confiée en mars 2020 l'organisation de tout ça. Donc, c'est là qu'il faut faire extrêmement attention. Donc, moi, une partie de mon travail était de décrypter la Société française de soins palliatifs. Société française des soins palliatifs. C'est ça. Donc là, je crois que c'est un épisode sur lequel on ne peut vraiment pas faire l'impasse, que tout le monde a fait, les députés, les sénateurs, tous les parlementaires. Ça n'apparaît nulle part au niveau du débat citoyen. Par contre, quand on va un petit peu sur le terrain et qu'on voit dans les hôpitaux comment on procède aujourd'hui, moi, les témoignages, je peux vous dire que j'en fais remonter énormément d'effrayants au décours de cette enquête. Et ils sont vraiment là, en fait, pour faire pointer la gravité de la situation. On s'est rencontrés avec Éric Mercier à la veille d'une émission, la première qu'on avait faite ensemble chez Pierre Chaillot, parce que j'avais signalé que les ARS en mars 2020 avaient fait ajouter du chlorure de potassium injectable sur les chariots d'urgence des EHPAD et femmes basses. Donc ça paraît totalement anodin, mais le chlorure de potassium injectable à haute dose, c'est un moyen euthanasique totalement proscrit en médecine humaine, qui est utilisé en médecine vétérinaire, ou en tout cas qu'il a été largement. Et c'est pourtant ce qu'on a mis, c'est-à-dire du chlorure de potassium injectable à 20%, sur les chariots d'EHPAD, je répète, et des établissements pour personnes handicapées. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si techniquement vous allez me répondre, je peux changer d'onglet pour aller vous faire une lecture sans que vous me perdiez à l'écran. Je ne le sais pas. Est-ce qu'on peut poser la question à Eric Montana? Il t'écoute, ça devrait être possible normalement de partager l'écran. Je vais essayer. Alors attends. Vous allez me dire simplement si je vous perds. Attends. Juste. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, très bien. Alors c'est parfait. Donc j'ai le message en question sous les yeux. Il y a une quinzaine de jours, un monsieur qui m'avait entendu lors d'une émission précédente m'envoie ce message. Donc, mon affaire concerne ma mère, Juliette Blévaux, décédée à l'âge de 98 ans le 7 septembre 2019 au centre hospitalier de Montluçon, à la suite d'un protocole d'accélération de fin de vie
comprenant une perfusion de midazolam et une perfusion de chlorure de potassium fortement dosée. Voilà, donc ce monsieur se bat depuis 2019, en fait, à la suite du décès de sa mère dans ces conditions. Au mois d'octobre dernier, je recevais un message, je vais préserver l'anonymat de mon interlocuteur, qui est pharmacien des hôpitaux dans l'un des plus grands hôpitaux, centres hospitaliers de France, grand spécialiste du sujet. Donc on avait échangé en février 2024 au sujet justement des dérives autour du mésusage du potassium. Et il m'écrit « Je viens d'être à nouveau sollicité pour un décès impliquant notamment le potassium injectable. Le témoignage est tout aussi poignant que le vôtre, que le mien, puisqu'en réalité, à titre personnel, effectivement, mon compagnon en 2023, qui était âgé de 59 ans et atteint d'une sclérose en plaques, a été euthanasié de cette façon sans consentement par l'hôpital de proximité de la petite ville où il avait été hospitalisé à ce moment-là. Il souffrait d'une poussée de sclérose en plaques, il demandait simplement à être envoyé en neurologie. Donc ça veut dire que ces situations-là se multiplient. Donc là, on est dans des contextes qui nous sortent complètement du Covid, mais on est déjà dans l'enceinte des murs de nos hôpitaux, là, ici et maintenant, aujourd'hui, en juin 2026, c'est-à-dire avant qu'aucune de ces lois en fait, ne soit actée et que le décret ne passe, on est confronté tous les jours dans nos hôpitaux à de l'euthanasie active de cette façon. Donc il y a une véritable réflexion à conduire et surtout comprendre que personne en fait n'est épargné. Et Eric disait tout à l'heure très justement que bientôt il va falloir se cacher pour pouvoir mourir chez soi ou d'une mort naturelle. C'est la première fois que j'évoque à l'antenne en fait cet aspect. Je pense important de le faire là. J'ai perdu en septembre mon père, qui était professeur des hôpitaux. J'ai vécu cette situation. Eric Mercier était venu en renfort s'occuper en juillet de mon père un mois avant son décès, donc il connaît très bien la situation. Et ça a été extrêmement cuisant. Tout ce que demandait mon père, c'était à mourir comme mon grand-père précédemment chez lui. Il avait toute sa tête, il avait 94 ans, mais aucune pathologie lourde qui puisse comment dire, prévoir un décès proche. Le pronostic, oui. Voilà. Et il a fait une mauvaise chute, il s'est retrouvé à l'hôpital. On a réussi à l'arracher, en fait, à le faire rentrer. Et là, absolument, enfin, les choses en fait ont dérapé. L'hôpital l'avait simplement dans son dossier en fait signalé comme orphelin de vie. Donc à la maison, ça a été véritablement l'enfer pour organiser les choses. La première infirmière qui est passée a refusé de lui donner les antibiotiques avec lesquels il était sorti pour une infection rénale. Donc on a perdu presque une semaine. Le médecin de traitant n'a eu qu'une consigne, ça a été de l'envoyer mourir dans le mouroir à 15 km, ce qu'on a refusé, donc on a souhaité le maintenir à domicile. Elle était supposée passer en visite un lundi matin chez lui. Elle n'est pas venue, elle a fait savoir qu'elle ne s'occuperait plus de lui. Donc il a fallu en plein mois d'août réorganiser à l'arrache tout ce que suppose en fait le maintien d'une personne âgée qui a fait une chute, qui se retrouve chez lui sur un matelas adapté, dans ces conditions-là. Donc, on a dû congédier l'infirmière qui a refusé de donner les antibiotiques, qui a refusé également de réaliser la biologie de l'ami médecin qui est ancien interne en fait, de mon père, qui a pris de façon compassionnelle le relais. Et voilà comment, en 2025, il faut en être amené à se battre pour pouvoir effectivement mourir de mort naturelle chez soi, qui qu'on soit, même ancien professeur des hôpitaux comme l'était mon père. Voilà. Donc c'est vrai que... Est-ce qu'on peut dire, Valérie, est-ce qu'on peut dire, Eric, que en fait, l'euthanasie, la mort active provoquée par des médecins, des soignants, est déjà effective dans les hôpitaux depuis plusieurs années, bien que non inscrite dans la loi, et que cette loi n'est faite que pour entériner ce qui existe déjà? Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé en 2016 avec la sédation profonde et continue, puisqu'elle se pratiquait déjà depuis un bon moment dans les hôpitaux. Ça a été un soulagement pour la Société française de réanimation
de voir passer cette loi, puisqu'en réalité, ça ne faisait qu'entériner des pratiques existantes. C'est très exactement ce qui se passe. Et il y a eu une montée en charge en puissance très importante, particulièrement à partir de 2020, puisque là, en fait, tout le monde s'est lâché et on a finalement ouvert les vannes. Il y a eu un exercice en fait de training quelque part du corps soignant, puisqu'on a fait appliquer ces protocoles, qui étaient des protocoles purement et simplement euthanasiques. On a beaucoup travaillé avec Eric sur leur décryptage. C'était des protocoles qui avaient, où on voyait en fait multiplié par 6 en 2020 les doses de midazolam qui étaient préconisées lors des sédations profondes et continues simplement 4 ans plus tôt. Je crois que les premières consignes avaient été publiées en 2017, on était en mars 2020. Et là, on multiplie par 6 les doses de midazolam. On associe la scopolamine, qui accessoirement, historiquement, est une des molécules utilisées sous le Troisième Reich dans les protocoles d'action T4, hein, pour exterminer les enfants qui sont morts dans les institutions de l'époque. Donc, ça veut dire que les protocoles qui ont été implémentés en 2020 en France, qui continuent à être utilisés et préconisés, enfin largement promus en fait par la Société française de soins palliatifs, ça n'est ni plus ni moins, je pèse mes mots et j'assume les risques que je prends en m'exprimant. C'est de la médecine de Mengele et ça n'est pas autre chose. Qu'on soit clair. Et c'est facilement prouvable, hein, qu'il nous attaque. Moi, je rejoins complètement Valérie, surtout qu'il nous attaque. Hein, Oui, tout est sourcé. Tout est documenté. Tout est documenté, Eric, et on a été plus loin, puisqu'on a adressé l'année dernière, en mai 2025, une lettre ouverte à Claire Fourcade, dénonçant pour la SFAP l'absence complète d'évaluation, que ce soit clinique ou post-mortem, des protocoles de sédation palliative. Donc c'est extrêmement grave. Ça veut dire que là, on fait... qu'effectivement, elle prenait en considération tout à fait la question, et 15 jours après, on apprenait qu'elle quittait la présidence de la SFAP et qu'elle était remplacée par Ségolène Perruchot. Ouais. Depuis, plus de nouvelles, mais il va falloir effectivement relancer, particulièrement auprès des instances concernées, la HAS, le ministère de la Santé, la NSM, comme m'y invite mon interlocuteur sur le potassium. Voilà. Mais ça, c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans nos hôpitaux. Eric, est-ce que toi, tu le sens aussi, cette réalité, là où tu travailles, et qu'est-ce qu'en pensent les soignants avec qui tu es exposé? Les soignants avec qui je suis exposé, écoute, alors là, je vais me faire l'avocat du diable. Sont des gens bien, je maintiens toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, parmi les gens bien, qui pensent bien faire, il y a des catastrophes. Le schéma des gens avec qui je travaille, c'est qu'ils sont submergés. Attention, je ne suis pas en train de chercher à excuser, mais d'expliquer, parce que c'est des proies faciles, en fait, pour un contexte qui se gave de... Vous savez, quand les gens sont submergés de travail, ils ne peuvent pas comprendre. Là, j'ai fait des remplacements dans le domaine du libéral sur des villes de 8-9 000 habitants. Les infirmières libérales font facile 100-110 km par jour, avec du 35 à 42 personnes par matinée. Une fois de plus, je ne suis pas en train d'excuser quoi que ce soit. Simplement, ces gens-là, mais ça leur passe littéralement par-dessus toutes les questions de midazolam, de scopolamine, de furosemide. Non, ils appliquent cette espèce de dilution consensuelle qui vient de médecins qui ont renié leur serment d'Hippocrate. Ils appliquent les prescriptions, ils appliquent ce que la SFAP a dit. Là, j'ai encore entendu dernièrement une infirmière qui est quelqu'un de bien d'ailleurs, mais qui ne comprend pas ce qu'elle dit, quoi. Comprend pas ce qu'elle dit, dire bah oui, tu vois, là, c'est les gens fatigués, c'est compliqué, bah tu sais, morphine, midazolam, c'est quand même bien. Hein. Et là, on tombe à la renverse. J'ai été embauché par un chef d'établissement dans un EHPAD il y a quelques mois. J'avais dû t'en parler ou en parler, je ne sais plus sur quelle radio. Et j'avais dit à ce chef d'établissement, écoutez, moi, vous savez, il faut que ce soit bien clair. Moi, j'ai une approche militante contre le projet de loi sans palliatif et euthanasie. Je tiens à ce que vous le sachiez avant que vous m'embauchiez. Et je vous assure que si dans votre établissement, il y a des pousses seringues de midazolam,
faut que vous le sachiez, quoi. Moi, je vais pas pouvoir les appliquer, quoi. Donc, ça va poser une rupture dans la continuité de vos soins et c'est quand même mieux que vous sachiez ça avant de m'embaucher, quoi. C'est pas la peine qu'on aille se disputer plus tard, quoi. Donc, franchement, je peux pas faire plus honnête et loyal vis-à-vis de ce directeur, un ancien infirmier. Et il me répond: oh là là, faut vous inquiéter, monsieur, faut pas vous inquiéter. Mes salariés ne font pas d'injection de midazolam. Ce sont des établissements extérieurs qui viennent le faire à l'intérieur pour chez nous. Donc, vous ne serez pas confronté à ça. Je n'ai pas de problème de conscience pour mes salariés. Ce sont d'autres infirmiers qui viennent le faire. Donc, vous voyez, donc les bras m'en sont tombés. Bon, autant dire, je C'est suis quand même resté une belle compromission avec le mal, là. Ouais, je suis parti au bout de 2 jours parce que, entre autres, pour d'autres raisons, d'ailleurs qui sont intéressantes aussi à comprendre. Ils m'ont proposé un excellent salaire net. On me proposait 2 700 € net, ce qui est franchement pas mal pour un salaire infirmier. Mais j'ai très, très vite compris, dès le premier jour, je me suis donné un 2e jour de souffrance en me disant: «Allez, donne une 2e chance», parce que j'avais vraiment besoin de bosser. Et non, 2 700 € net parce qu'on me faisait faire le travail de 2 infirmières dans la même journée. Donc vous devenez fou et vous faites de la maltraitance et bon, moi, le soir du 2e jour, je disais: «Bon stop, je peux pas, tant pis, je vais trouver autre chose, ce sera compliqué, mais je peux pas», voilà. Donc la lecture du contexte à Je l'espace. pense que c'est cette surcharge de travail qui fait que les infirmiers se posent un peu moins la question et baissent les bras par rapport à une éventuelle opposition à ce qu'ils Oui, voient c'est un dans outil, leur simplement. stratégie. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il y a pas que ça. Il y a surcharge. Les gens sont dans un état mental de faire régulièrement de la maltraitance de base, hein, sans même parler de midazolam. Déjà de base, j'ai 1000 anecdotes. Alors, quand vous basculez sur en plus des sujets précis, pointilleux, j'ai discuté avec plusieurs d'entre elles, avec douceur, avec calme, avec pédagogie, avec respect, mais j'ai eu des réponses. On se dit: «Bon, OK, d'accord», comprennent absolument pas le sujet, quoi. Avec en plus des gens qui ont la capacité de dire: «Ah non, non, mais moi, tu sais, moi, je suis pour l'euthanasie, hein, quand même, hein, parce que les gens, faut pas qu'ils souffrent, hein». Mais oh là là, ma pauvre collègue, il et là, nous, ce qu'on dit, il faut quand même quelques heures pour bien expliquer. Tu peux pas réveiller des comateux avec un seau d'eau froide. On peut essayer, ça rate. Donc très vite, soit on passe pour des fous, soit comment dire, on a une approche vitriolique, quoi. Donc c'est compliqué. Et le travail de pédagogie, on n'en est qu'au début. Et il y a 2 types de personnes qui vont nous intéresser. C'est donner de la place aux victimes anciennes et aux victimes à venir en leur donnant des connaissances, des capacités pour lire des bilans biologiques, pour lire le contenu de la loi, pour avoir des informations sur les, comment dire, les protocoles létaux. Là, il y a un truc de dingue. Je vous lis un extrait d'un article du Figaro qui sort. Écoutez bien, les amis. Selon un mail que le Figaro a pu consulter, la Haute Autorité de Santé a été saisie début février, hein. On est quand même le 22 juin 2026. Début février 2026, la Haute Autorité de Santé a été saisie par le ministère de la Santé pour plancher sur le thème substances létales pour l'aide à mourir et conditions d'administration. Il s'agit dès à présent de constituer un groupe de travail et un groupe de lecture. Donc toujours pareil, le groupe de travail, le groupe de lecture, c'est pour qu'il n'y ait pas de nom, c'est pour diluer la responsabilité. On ne sait pas qui va faire les protocoles de substance. Ce sera un groupe de travail, un groupe de lecture. Écoutez bien, afin d'élaborer des recommandations. Cette bande de rats, des recommandations. Vous voyez, donc, ce ne sera pas ultra hyper précis. On va voir, hein, dans les décrets d'application, vous injecterez ceci, cela. On va voir, hein. J'attends de voir. Mais ce sera des recommandations, de façon à cultiver une fois de plus un flou artistique sur la fameuse responsabilité, afin d'élaborer des recommandations avec des soignants sur les produits qui serviront à abréger la vie des patients éligibles à un nouveau droit. Donc là, bon, on est sur la fin de vie, mais les protocoles, comme l'a très bien rappelé Valérie, ils sont déjà utilisés dans une euthanasie officieuse qui est en train de se déplacer sur le réel. Et les fameux nouveaux établissements d'unités
de fin de vie seront tout simplement, ils vont juste décrocher la pancarte. Hein. J'ai quand même quelques infirmières d'unités de soins palliatifs qui disaient nous, on refuse de devenir le drive de la mort. La grande tristesse là-dedans, c'est que mes chers amis, vous refusez de devenir le drive de la mort. La grande tristesse, c'est que vous l'êtes déjà. Vous n'avez pas percuté que la pancarte va changer. Vous êtes déjà là-dedans. Donc, ignorance des soignants, ignorance des familles, épuisement quand même des équipes de soins qui n'ont pas le temps de creuser. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Et puis, le flou artistique des petits thénardiers de service qui savent qu'en face d'eux, les soignants, les patients ne comprennent rien. Mais il y a un deuxième groupe vers qui on va se diriger pour donner des billes sur le respect de la loi. Ça va être les avocats, les juristes. Ces gens-là, il va falloir les former. Et on a une petite info extrêmement intéressante, c'est que Amin Humil a rejoint en tant que conseiller spécial, juriste spécial, pharmacien de son état, mais surtout master en droit de la santé, il a rejoint un cabinet qui s'appelle Illyrio, un cabinet d'avocats qui va être extrêmement intéressé d'être sollicité sur des histoires précises. Il va falloir y aller, d'autant plus qu'on a quand même un peu une bonne nouvelle dans ce marécage juridique monstrueux. Enfin, moi, ça n'aurait rien changé. Hein. Je l'ai dit et redit, ça n'aurait rien changé. Et j'espère mais qu'ils y reviennent, on verra ce que ça va donner. Mais ils ont fait sauter l'article 17. Les 30 000 € d'amende, les 2 ans d'emprisonnement. Là, ça a sauté. Bon, une fois de plus, moi, ça ne changeait rien. Moi, j'y allais complètement. Moi, j'aurais aimé être enfin, je ne sais pas si j'aurais aimé, mais en tout cas, au niveau peur, rien du tout. J'ai horreur qu'on m'attaque sur le sujet de la peur et de la menace. Au contraire, moi, c'est une mèche. Je pense que tu aurais cumulé les peines. Ah non, mais il est hors de question de laisser un de mes patients mourir avec sa famille dans l'ignorance et la souffrance, parce que moi, je sais qui nous dit mon consent. Je l'ai vécu trop de fois à l'hôpital, se taire et laisser des gens mourir alors qu'on pouvait les sauver. C'est trop dur. Donc, non. Donc là, ils ont fait sauter l'article. Il n'est pas impossible, Eric, je ne sais pas ce que tu en penses, que si cet article 17 a sauté, c'est parce qu'il savait très bien qu'il y aurait une fronde suffisamment forte contre cette proposition qu'il risquait d'y avoir beaucoup d'affaires et beaucoup de chroniques. Pas uniquement, cet article 17 a sauté parce que 30 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement, mais en face, il y a l'article 111 qui se présentait en face. Amine en a très très bien parlé dans son livre L'impossible fait justificatif. Je vous recommande. Ouais. L'article 111, c'est le non-assistance à personne en danger. Et là, c'est 80 000 € d'amende, 5 ans d'emprisonnement. Donc, on allait avoir bataille juridique à un moment donné, des juges, des procureurs allaient se dire ah ben oui, mais attends, qu'est-ce qu'on fait? On met 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement à Éric Mercier ou à une bonne sœur, infirmière médecin, ou alors en face, eux, ils étaient face à 80 000 € d'amende. Au niveau jurisprudence, pour moi, c'était un régal. Hein. C'était allez-y, collez-moi 30 000 € d'amende, allez-y, foutez-moi en prison. Alors, j'ai très c'est ça qui est aberrant, c'est que si quelqu'un essaye de se jeter du pont et qu'on ne l'en dissuade pas, il y a non-assistance à personne en danger. Mais si cet article 17 était passé et qu'on essayait de convaincre quelqu'un de ne pas mettre fin à ses jours dans un hôpital, on risquait d'être sous le coup de la loi. C'est étonnant. Ouais. Donc, dit autrement, on va avoir, parce qu'il y aura d'autres députés, ils vont relancer après prélèvement d'organes, les enfants, les autistes, ils vont y aller pleine balle, hein, comme l'avait dit je ne vais pas refaire ce qu'avait dit le professeur, Touraine, c'est la technique du pied dans la porte. Donc, ils reviendront sur du délit d'entrave. Aucune illusion, hein, aucune illusion. C'est logique. Là, ils ont fait un petit pas en arrière, mais nous, entre-temps, on va accumuler, on va marquer des points et on verra comment est-ce que techniquement ce sera applicable. On verra. En tout cas, la première des choses, c'est de prévenir sur les unités de soins palliatifs et refaire ce fameux bilan, poser cette demande de moratoire. Tous nos amis, nos collègues d'Alliance Vita, etc., moi, je les entends régulièrement. Là, l'autre jour, en sortant de la messe, j'ai une dame qui me dit « Alors, Eric, tu connais Madame Fourcade ?» Oh là là,
Humainement, j'ai rien contre cette dame, je l'ai jamais rencontrée. Par contre, on a des questions hyper précises à lui poser et il va falloir répondre, les collègues de la Société française de soins palliatifs. Il va falloir être précis. Il va falloir être précis et on va y revenir sur ce qui s'est passé à partir de 2019-2020. Moi, j'aimerais qu'on me ressorte les yeux dans les yeux. Non, les injections de Rivotril chez des insuffisants respiratoires ne sont pas de l'euthanasie. On a les captures d'écran. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je les remette sur Twitter, là, hein, pour se rappeler à leur bon souvenir. Tu parlais de Alliance Vita qui avait organisé des happenings actuellement en cours dans une cinquantaine de villes en France. Si on peut passer quelques photos, ça pourrait être bien. Il y a eu notamment des photos du rassemblement à Lyon. J'ai aussi une petite vidéo sympa à vous faire passer de la porte-parole de la Marche pour la Vie, Marie Pelletier. Si on arrive à la passer, ça serait bien aussi. Moi, il y a quelque chose, en attendant que ça se prépare en régie, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même beaucoup, moi qui ai lu 1984, c'est la novlangue avec laquelle cette loi essaie de passer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la proposition de loi, il n'y a plus le mot euthanasie. Il y a aide à mourir. C'est-à-dire qu'on a remplacé aide à mourir, on a parlé de fin de vie, et on parle d'un nouveau droit, le droit de mourir. Alors que tout le monde va mourir, ce n'est pas un droit, c'est un fait de la nature. Mais à chaque fois, on a édulcoré les mots, on les a transformés, on les a positivés pour donner un sens qui n'est plus celui auquel on doit penser. C'est-à-dire que ça n'est plus... parce que pour le moment, je rappelle que le terme d'euthanasie n'est pas du tout inscrit dans la loi, et un acte d'euthanasie n'a qu'une signification juridique, ça Minuit nous l'avait bien rappelé, c'est un assassinat. Et là, on a complètement édulcoré les choses pour faire passer un assassinat comme une aide à mourir, comme quelque chose de compassionnel. Alors, je ne vois pas très bien ce que tu nous montres là, Eric. C'est écrit, c'est le projet de loi euthanasie, c'est écrit. Mais en termes de novlangue, Valérie, est-ce que tu veux revenir sur l'article 6 du projet de loi soins palliatifs sur le financement tu te rappelles, enfin, je l'ai sous les yeux, mais en termes de novlangue... Un autofinancement, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de... Alors, il est vrai que quelque part, dans les faits, c'est une réalité depuis dans certains, mais acter ça en fait dans un projet de loi à travers un article, c'est-à-dire finalement il faut faire tourner la boutique. Donc, quand on dit, pour en revenir au terme aide à mourir, finalement, quand on connaît un petit peu son sujet, on se rend compte que leur sémantique est dans le vrai, parce que ça recouvre des pratiques qui évoluent énormément et avec beaucoup de subtilité. Eric évoquait tout à l'heure, la surcharge, l'épuisement des soignants, mais il faut savoir que même au niveau de l'aide-soignant, qui va par exemple de plus en plus souvent de façon systématique pour une toilette, commencer par mettre un petit sédatif, un peu de morphine, ou on va en arriver très vite à ce que les Anglais nomment, hein, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui a été tout à fait décrypté chez eux. Ils nomment ça déconditionner le patient. C'est-à-dire que finalement, ceux qu'on cherche en fait à pousser vers la sortie, il y a différentes étapes. C'est-à-dire qu'effectivement, sursédater une personne un peu âgée, ça va faire que pendant la journée, elle va être un peu somnolente, elle va un peu moins manger, son état général va vite se dégrader. Et puis ça va être en fait le pied dans l'engrenage qui va faire qu'au bout de la semaine ou des 15 jours, finalement, elle sera bonne pour entrer dans un protocole de sédation, parce qu'on va considérer, oui, effectivement, elle est à risque d'escarre. Alors, il faut anticiper, hein. On anticipait bien la détresse respiratoire sur la base d'une fréquence respiratoire à 24 pendant la crise Covid. Et toutes ces petites subtilités sont des choses, en réalité, il faut vraiment être en immersion dans les pratiques de terrain, avoir observé les choses de près, écouter beaucoup de familles qui ont des proches actuellement en cours de soins pour comprendre à quel point ça a pu évoluer. Et ça aussi, ce sont des choses, en fait, qui... Pour bien les comprendre, il faut regarder les programmes de formation, par exemple, et de différentes catégories de professionnels de soins. Et on voit effectivement, là, c'est un concept beaucoup plus large, aider à mourir. Vous voyez, pousser les gens vers la sortie. Exactement. Avec un turnover de soignants stratosphérique. Stratosphérique, là, ils sont en train de former dans les écoles d'infirmières, écoles d'aides-soignantes, s'il y a des anciennes infirmières ou des infirmières qui nous écoutent, il n'y a plus
quasiment, enfin, il n'y a plus de concours pour rentrer en école infirmière. Hein. C'est Ah bon, dire ça le n'existe plus, ça. niveau, la chute de niveau, quoi. Chute de niveau. Il n'y a plus de On sait concours plus. d'entrée. Non, c'est le niveau comment dire de questionnement, c'est pas possible, c'est beaucoup trop bas. Moi, je suivais régulièrement un peu là sur TikTok un ancien directeur d'IFSI qui communiquait là-dessus en disant mais le niveau des questions est tellement faible que c'est inadmissible. Eh bien, on va rentrer dans la tête de ces futurs soignants la compassion, alors qu'en réalité, il s'agit d'une absence de pitié, quoi. Enfin, plutôt d'une forme de pitié et d'une absence de compassion. Moi, je reviens quand même pour réappuyer ce qu'a dit Valérie sur l'article 6 rapidement, parce que y a un parallèle avec le Liverpool Car Passway qu'a beaucoup travaillé Valérie. Sur le fait que les établissements vont gagner de l'argent à pratiquer un turnover de patients. Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, soins palliatifs, hein, le gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et les modalités d'une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte des établissements de santé, fondé sur une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leur activité palliative et sur des recettes issues de l'activité elle-même. Ça, j'en avais parlé dernièrement chez Louis Fouché, et il me disait, ouais, mais à juste titre, les recettes issues de l'activité elle-même, c'est un petit peu déjà le cas, là, avec la fameuse T2A. Mais justement, ça va être décuplé. Des établissements, y compris soins palliatifs, associatifs, auront des salaires à 8-10 000 euros. Parce qu'il y a des petits thénardiers de service qui vont comprendre dans leurs écoles de commerce qu'il y a une utilité à ne pas faire de l'euthanasie officielle, mais alors à lancer pleine balle de la sédation profonde et continue jusqu'au décès avec du turnover, qui plus est là en période de canicule. Et il y aura des pics dans l'année, il y aura des performances à atteindre. Et on se rapprochera, et je te laisse la parole Valérie, on se rapprochera de ce qui s'est pratiqué en Angleterre, qui tapait les 100 000 morts par an en unité de soins Oui, palliatifs. c'était davantage, Eric, et effectivement, c'est un parallèle qui est important. Les Anglais ont pris de l'avance sur nous. C'est un protocole qui avait été introduit dans les hôpitaux anglais au début des années 2000 et qui très rapidement, donc il y avait des incitations financières pour les hôpitaux à introduire, en fait, c'était un parcours de fin de vie. En réalité, c'est exactement ce qu'on propose aujourd'hui avec les sédations. Ça se terminait comme ça. Et c'en était arrivé en fait à une ampleur absolument complètement démesurée par rapport aux besoins réels. Les sédations, ça devrait être quelque chose réservé à des cas un petit peu d'exception. Sur 450 000 décès en 2013 en Angleterre, vous en aviez un tiers, c'est-à-dire 830 000 environ, qui passaient par ce Liverpool Care Passway. Voilà. Donc ce sont des médecins anglais, particulièrement un neurologue, le professeur Patrick Pellicino, qui s'est alerté parce que ces pratiques en fait ont concerné certains de ses patients. Donc il s'est indigné, absolument insurgé, et ça a été en fait à l'origine d'une saisine des autorités là-bas, qui a conduit à faire un peu le point sur l'état du désastre et à interdire purement et simplement en 2014 ce fameux Liverpool Care Passway, paradoxalement 2 ans avant qu'en France on ne vienne voter la loi Claes-Leonetti. Et donc, quand la crise Covid est arrivée, les Anglais, eux, qui avaient été bien échaudés, ont tout de suite compris, quand ils ont vu arriver revenir le midazolam, de quoi il s'agissait. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre de ce qui se fait là-bas. Je suis désormais en fait en contact depuis maintenant 3 ou 4 ans avec plusieurs associations très actives en Angleterre, donc les citoyens, parce que c'est des associations de famille, de citoyens au départ, qui sont vraiment extrêmement mobilisés pour essayer justement déjà d'informer la population de ce qui se passe et des recours possibles, quand on a un proche à l'hôpital, de ce qu'il faut savoir observer.
Le professeur Pulicino a même en fait créé une ligne qui s'appelle déshydratation hotline. Si tout d'un coup on supprime la perfusion d'hydratation de votre proche, si on refuse de lui donner à boire, attention, c'est drapeau rouge, il va se passer quelque chose. Donc les Anglais en fait sont bien informés et surtout aujourd'hui sont organisés en association. Et c'est désormais également le cas aux États-Unis et également un peu au Canada. Donc là, c'est pour ça que comment dire, regrouper les témoignages de personnes effectivement qui ont perdu des proches en fait liés aux dérives de ces pratiques, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement puissant parce que ça permet de confronter les témoignages et ces retours d'expérience, il faut les faire remonter aux juristes qui seront saisis en fait d'inévitables loupés des dérives issues en fait de l'application de ces lois. C'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager. On a souvent parlé avec Eric de l'immunité juridique qui s'était mise en place au moment de l'affaire Lambert. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était effectivement Marisol Touraine qui était ministre de la Santé et qui avait en fait protégé le corps soignant en créant une espèce d'immunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une famille qui a perdu un proche dans un protocole douteux, dont on suspecte que ça s'est fait sans le consentement de la personne pour des raisons qui n'en étaient pas de bonnes, il était extrêmement compliqué de se défendre en justice. Extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que les juristes, en fait, les avocats doivent être très bien renseignés sur tout ce qu'il faut savoir au niveau médical, savoir repérer, pour pouvoir faire contrepoids. Parce que je crois que c'est l'une des conséquences les plus graves en fait de ces lois quand elles vont passer, c'est-à-dire effectivement tout va s'organiser pour qu'on change d'échelle. Donc là, il va y avoir effectivement, on a déjà entraîné psychologiquement et dans les pratiques en fait de très nombreux soignants à accepter ces méthodes parfois qui apparaissent pour ceux qui ont un petit peu de bagage, qui sont un petit peu de la vieille école, complètement même la sédation profonde et continue telle qu'elle a été introduite avec l'arrêt de l'hydratation, ce type de pratique, heurte encore et à très juste titre. Voilà, donc ce sont des choses là, encore une fois, ça paraissait totalement anecdotique. Je crois que c'était le Conseil d'État qui avait été chargé d'un audit à la suite de l'introduction en 2016 de la sédation Claes-Leonetti en 2017-2018. Les cas qui étaient recensés dans les hôpitaux, par les hôpitaux, c'était complètement marginal. Je crois qu'en 2017, la PHP à Paris recensait une sédation officielle. Bon, avec la crise Covid, c'est devenu, ça a complètement explosé. C'est Pierre Chaillot qui vous en parlera le mieux à travers les consommations des molécules de source, oui, c'est le Rivotril et le midazolam. En Angleterre, les mêmes calculs ont été faits. Et on sait aujourd'hui, Eric en témoignait tout à l'heure, que c'est devenu quelque chose d'absolument banal. Donc il y a énormément de formation à la destination des infirmières, des médecins généralistes, pour introduire, banaliser aussi les sédations à domicile. Et ce sont vraiment des choses qui sont en train de... Voilà. Ah non, mais excuse-moi, je te coupe. Non, mais vas-y, continue, mais c'est tellement ça. Eric. Non, non, c'est les petites poches d'Hypnovel dans 100 ml chez quelqu'un de déshydraté, posées par l'infirmière, qui dit à la famille, vous savez, s'il s'agite un petit peu pour l'aider à se détendre, vous ouvrez un petit peu, puis... Mais c'est juste... Moi, j'ai discuté midazolam avec Catherine Bouissou, qui est la présidente du syndicat Liberté Santé, qui a 20 ans d'unité de soins palliatifs. Elle a été formatrice en unité de soins palliatifs. Et elle m'a dit, vraiment les yeux dans les yeux, Eric, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis pour l'utilisation du midazolam en unité de soins palliatifs. Alors, Catherine, c'est une personne extraordinaire, hein, vraiment. Hein. Je lui dis, là, Catherine, va falloir qu'on discute. Parce que, moi, ça me fait bizarre que tu me dises ça. Après discussion avec elle, avec beaucoup de difficultés, je peux comprendre. Je n'ai pas dit admettre. Mais elle dit bien, attention, 1, ça doit rester exceptionnel. 2, ça doit correspondre à des salariés hyper formés.
ce qui n'est plus le cas. Et 3, ça ne peut être que momentané. C'est-à-dire qu'elle, enfin vraiment dans sa pratique au quotidien, elle a vu parfois des gens être en douleur incommensurable, réelle, ne pouvant pas être traités. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des récepteurs, comment dire, qui ont Ouais. Un qui seuil sont de la douleur totalement plus bas que les autres. réfractaires, par exemple, à la morphine. Vous pouvez leur mettre des doses x5, la douleur, elle reste au taquet. Puis vous avez aussi la problématique, me disait-elle, de tous les toxicomanes. Elle m'a dit, les toxicomanes, tu veux les stopper en douleur, accroche-toi au niveau dose, c'est catastrophique. Bon, ok, j'ai pas assez. On est bien d'accord, Eric. On est bien d'accord. Voilà. Surtout pour décéder. Mais là, on n'est plus dans le registre des sédations terminales. On est dans le registre des tout à fait. On est chez des gens qui savent faire de la dentelle du soin, qui savent travailler avec une finesse et, pour reprendre Catherine, qui maîtrise la fameuse titration, c'est-à-dire l'utilisation dans les règles de l'art. Ah, j'ai bon, ok, d'accord. Donc là, dans un certain nombre de cas extrêmement précis, sur des durées momentanées, ouais, je peux l'admettre. Mais je lui disais, mais Catherine, on est d'accord que des infirmières comme toi en unité de soins pâles, faut se lever pour les trouver. Elle a dit, ouais, très modestement, c'est sûr qu'on est un peu les dernières, quoi. Bah oui. Parce que maintenant, on est rentré sur de l'utilisation sur protocole. Soigner sur protocole, c'est l'inverse de soigner, c'est pas compliqué. Et comme le disait à l'instant Valérie, mais en plus, à domicile, ouais, c'est dur, hein, il y a un mal qui est fait, là. Eric. C'est extrêmement important ce que tu dis concernant les protocoles, c'est vraiment le mot à bannir. Le plus triste, effectivement, on peut tout à fait encourager une nouvelle loi, pourquoi pas, soins palliatifs, pour que les pratiques évoluent dans le bon sens. Et on est très loin du compte. Le plus triste, quand on connaît en fait la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les bonnes pratiques en matière de soins palliatifs qui étaient en usage dans les services il y a 15 ans, 20 ans, deviennent complètement obsolètes. On ne les enseigne même plus. L'une des conversations les plus intéressantes récentes que j'ai pu avoir, c'était avec un médecin qui était gastro-entérologue de spécialité aussi et qui a pris sa retraite il y a une dizaine d'années et qui m'expliquait en détail en fait comment on procédait dans son service en fait à l'époque et par exemple que l'une des premières choses qu'on surveillait c'était de compenser avec des bicarbonates quand ça devenait nécessaire. Voilà, ce sont des mesures extrêmement simples. Aujourd'hui, pour obtenir une perfusion de bicarbonate à domicile, mais accrochez-vous aux branches. Je peux vous dire, rien n'est prévu. Alors que c'est surveiller la réserve alcaline d'un patient en fin de vie parce que tout d'un coup il se met à devenir dyspnéique et compagnie, c'est la base. Non, la seule réponse, ça va être de forcer sur le midazolam. Mais voilà. Donc là, effectivement, il y a un énorme travail, mais quelque part un travail en fait de retour en arrière. Et surtout que tout le monde en fait conçoive. Je me suis exprimée plusieurs fois en fait à ce sujet. Il y a eu un véritable détournement, hijacking comme le disent les Américains, du concept de soins palliatifs, c'est-à-dire que les pratiques ont été complètement dénaturées pour de très mauvaises raisons, soutenues financièrement par des fondations comme les fondations de George Soros, aux États-Unis, au Canada, et puis c'est venu en Europe. Et il faut savoir que ce sont ces écoles-là de soins réputés palliatifs aujourd'hui qui sévissent dans nos pays. Voilà. Et le point d'orgue en a été encore une fois, la conception et la mise en œuvre des protocoles Covid. Voilà, et on sait le prix qu'ont payé certains médecins courageux qui ont, dès le mois d'avril 2020, dénoncé ça, en disant mais attention, mais qu'est-ce qu'on fait là avec le Rivotril? On n'euthanasierait pas les malades? Vous avez été combien de médecins en fait à prononcer le mot et combien ont été ensuite inquiétés par les conseils de l'ordre? Voilà. Et moi, je suis extérieure à tout ça. Moi, mon métier, je suis journaliste scientifique, voilà. Et moi, mon rôle est de dire, mais attendez, d'arbitrer, et de dire, mais attendez, oui, peut-être qu'on a souvent tort d'avoir raison trop tôt, mais ces gens courageux, qui l'ont payé cher pour certains, se sont inquiétés à juste titre. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont mortes dans ces protocoles depuis 2020. Et ça continue.
Alors, Ouais, ça moi, fait un peu froid dans le dos, ce que vous racontez là. Hein. moi, j'aimerais vous partager mon écran rapidement, et j'espère que ça va fonctionner, pour vous montrer l'article d'une. Alors, juste, je ne vais pas vous faire lire l'article, hein, mais d'une juge d'instruction sur sa grande inquiétude. Sur le sujet. Est-ce que je vais réussir Gare aux angles morts. Voilà, boum, partagé. Est-ce que vous voyez ça? Aide à mourir, gare aux angles morts. Ouais. Eh bien, vous allez sur actujuridique.fr, vous cherchez aide à mourir, gare aux angles morts, et la magistrate, c'est Valérie Odile Dervieux. Vous pouvez également échanger avec elle sur LinkedIn. Et elle, sa grande inquiétude, hein, c'est entre autres les détenus et les femmes victimes de violences conjugales. Un oubli qui pourrait les mettre en danger. Dès ce mois de février, actujuridique.fr, aide à mourir, gare aux angles morts. Hein, j'arrête. Quel rapport avec les détenus et les femmes atteintes de violences Eh bien, conjugales elle dit, ce sont les canaris dans la mine. Ça va être les premiers. Des populations vulnérables, Eric. Alors, les femmes victimes de violences, c'est vrai que spontanément, c'est certainement quelque chose à creuser. Pour le reste, pour les détenus et puis d'autres catégories, ça a été montré en début de la crise Covid qu'il y a eu des populations qui ont été littéralement ciblées. Il y a un travail extrêmement intéressant d'un professeur de santé publique à Bordeaux qui a montré en fait que les personnes qui avaient des antécédents de maladies psychiatriques, mais minimes, hein, parfois en fait simplement qui avaient fait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs ou bien qui étaient soignés en addictologie par exemple parce qu'ils étaient alcooliques ou addicts au tabac ou je ne sais quoi, étaient morts, beaucoup plus nombreux, et avaient été beaucoup moins soignés que les autres pendant la crise Covid. Donc, évidemment, la caricature, ça a été certaines catégories. Dans certains pays, ça a été chiffré de façon absolument dramatique et monstrueuse, comme les personnes atteintes de trisomie. Les autistes, ces personnes-là ont servi de cible pendant la crise Covid et vont servir naturellement de cible pour la suite, puisque dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, on sait bien que des jeunes, très jeunes, parfois autistes ou atteints de troubles psychologiques ont été euthanasiés récemment. Ça fait toujours en fait la une de la presse dans ces pays. On a des cas tout à fait récents. Exactement. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu lui dire, et effectivement, elle a tout à fait raison d'attirer l'attention sur certaines catégories de populations exposées. Parce que les dépressifs seront complètement dans la cible. Alors, ils ont à peine à montrer juste une maladie chronique. Je reviens quand même sur le projet de loi euthanasie pure. On a maintenu dans la, comment dire, dans l'article 4, je dis pas de bêtises, dans les sous-conditions, être atteint d'une infection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible marqué par l'aggravation de l'état de la santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, virgule, et plus loin, ou en phase terminale. Et on a bien nos 35 millions de maladies chroniques qui correspondent approximativement à minimum 7 millions de personnes en France, puisque 35 millions de maladies chroniques, ce n'est pas 35 millions de personnes, c'est 35 millions de déclarations. Et tous ces gens-là peuvent cumuler plusieurs maladies. Mais donc, ça veut dire que le diabétique insulino-récurrent, l'insuffisance rénale chronique est d'emblée éligible et on peut lui proposer en toute il va y avoir, on va mettre ça en équation, Eric. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, c'est surtout ceux qui vont coûter le plus cher. Qui seront. On en revient à une vision utilitariste de la société. Complètement. En neurologie, ce que disait cette magistrate, c'est que, excuse-moi, c'est que les toxicomanes en prison ont fait difficilement plus douloureux, plus dépressif. Je ne suis pas là pour dire ils payent leur dette à la société. C'est un autre sujet. Ça, je suis complètement en dehors de ça. Simplement, ces gens-là vont être des cibles et des demandeurs parfaits, quoi. Des demandeurs parfaits. Moi, j'ai le témoignage
Alain Gay qui expliquait que quand il était au fond du trou dans sa cellule, héroïnomane au dernier degré, séropositif, et qu'il apprenait la mort de sa compagne séropositive après qu'elle ait perdu leur bébé, le gars, il est vraiment rendu au fond du fond du fond, quoi. Il s'en est sorti, et bon, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, il a pu se marier, avoir des enfants, et d'ailleurs, sa fille aînée est avocate maintenant. Une histoire extraordinaire, incroyable, terrible, 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 terrible. Mais quand cette juge d'instruction a dit attention pour les toxicomanes en prison, j'ai tout de suite pensé à Alain Gay. Je me suis dit, oh là là, mais oui. Alors eux, c'est les premiers canaris dans la mine. Et les femmes battues, pour peu qu'elles aient une maladie chronique, mais elles vont être poussées. Alors ce qui est bien, À sortir du désespoir par la petite porte. ah bah, et ce qui est bien, c'est pour ça qu'on parle de carnage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont avoir, qui vont faire de l'argent là-dedans. Mais ce qui est bien, c'est que comme il n'y a plus l'article 17, on va pouvoir être plus nombreux à attaquer, à dénoncer, à y aller. Ça va être, c'est toujours mieux. Mais il va falloir, C'est le il mot va qui me falloir venait, dénoncer. oui, il va falloir impérativement qu'on s'attache au chantier des avocats et des juges d'instruction. C'est pour ça que moi, je veux rencontrer. Maintenant, je parle un peu moins avec des députés, des sénateurs, parce que là, les députés qui vont voter là, pour le 30 juin, eux, ils ont déjà été marqués, ils se sont eux-mêmes marqués au fer rouge sur la précédente, la seconde lecture, mais sur la troisième lecture, c'est définitif hein, pour eux. Hein. Eux, ils vont faire partie de la liste des députés qui auront remis la mise à mort légale en France dans le cadre de l'article 122.4. Et ça va être mauvais pour les plus faibles, mais il va falloir impérativement qu'on forme des juristes à ce qu'ils comprennent bien la situation, quoi. Merci Eric et Valérie. J'ai l'impression effectivement que la bataille n'est pas finie. On ne fait que commencer. On va arriver dans le dur du sujet. On arrive Oui. maintenant au terme de l'émission. On avait dit 1 heure, on a dépassé. Mais ça, c'est pas bien grave. Vous avez remarqué, les amis, que pendant longtemps, la vidéo a été figée sur le visage de Valérie. Et généralement, on s'arrange pour que ce soit celui qui parle qui est en premier à l'écran. Là, ça n'a pas été le cas. Et c'est simplement parce que à la régie, Eric Montana avait une coupure Internet. Ça n'a pas empêché l'émission de se produire. Et c'est très bien, c'est tant mieux. Moi, ce que je vous propose maintenant, à moins qu'Éric ait un petit mot à dire, ça serait de passer une petite vidéo de la porte-parole de la Marche pour la vie, qui nous alerte sur la nécessité de se mobiliser. Il s'agit de Marie-Lise Pelletier. Et j'ai trouvé que ces mots étaient assez forts. J'aurais aussi aimé vous passer d'autres vidéos, notamment celle, mais vous la retrouverez sur les réseaux sociaux, une députée, je pense que c'est une députée RN, Sandrine Degorce, qui avait incité sur le fait qu'il fallait, pour ce genre de sujet sans consensus, il fallait absolument un référendum. Donc c'est quelque chose qu'elle demande, qu'elle exige, bien que le Conseil constitutionnel se soit prononcé contre. On aurait voulu aussi vous passer quelques photos des manifestations qui ont lieu aujourd'hui et partout en France. Je rappelle également le 28 juin à Paris, le lieu précis, je ne le connais pas encore, mais de 16h à 18h, il faut se mobiliser, les amis. Si vous êtes citoyen, vous venez en noir. Si vous êtes soignant, vous venez en blouse blanche. Il faut se mobiliser à fond parce que c'est l'avenir de notre société qui se joue. On ne peut pas laisser passer impunément ce genre de choses. Même si Valérie nous disait que les dés sont jetés, on a encore quelque chose à faire. C'est le principe aussi des soins palliatifs. Hein. Quand il n'y a plus rien à faire, il y a encore quelque chose à faire. Donc, on se mobilise encore, on informe, on réinforme. Ça va être notre devoir à tous. Est-ce que Oui, Valérie, Doc, Eric, vous voulez si tu veux bien, quelque chose? si tu veux bien, Oui. je voudrais informer nos amis internautes du problème Internet que j'ai eu. Une coupure qui a duré plus de 45 minutes. Hein. Donc, impossible pour moi de suivre l'émission et puis impossible de piloter les écrans. C'est pour ça que vous avez eu un écran fixe pendant toute la durée de l'émission. C'est absolument indépendant de ma volonté. Je vous prie de le croire. On va essayer de finir l'émission mieux qu'elle n'a commencé. Alors, tu voulais diffuser des images, Doc ?
Je te Quelle propose de dynamique. passer la vidéo de Marie-Lise Pelletier, la porte-parole de la Marche pour la vie, qui nous invite à nous mobiliser. D'accord. À moins que Alors, Eric et Valérie, si vous avez quelque chose accorde-moi encore à quelques rajouter, instants, hein. après. Oui. Alors, je vais laisser la parole à Valérie et Eric pour un petit mot de la fin. Moi, j'ai vraiment l'impression que la bataille n'est pas terminée, mais les deux parties sont complètement inégales entre ceux qui ont déjà décidé et planifié depuis très longtemps ce qui nous arrive et les citoyens qui reçoivent ce coup de bambou et qui essayent tant bien que mal de se débattre dans ce bourbier. Je pense qu'il y a des armes et que les deux armes les plus efficientes sont la vigilance et la solidarité dans ces situations. Vigilance et solidarité. Très bien. Merci Valérie. Eric? Moi, un micro-témoignage. Il y a 2 semaines, j'ai été contacté par une famille pour accompagner un monsieur de 96 ans qui était sur ses derniers jours. Et ce monsieur, dans les années 70, avait reçu un smirmorque en pleine figure et il avait eu 17 fractures. Et ben, ce monsieur, parce qu'il y avait eu de l'acharnement, avec ces 17 fractures, ce monsieur qui avait reçu 3 fois l'extrême onction dans la même journée, avait survécu. Et c'était pas de l'obstination déraisonnable, c'était pas son heure. Et le fait est, c'est que ce monsieur, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, on va tout faire pour que vous restiez chez vous. C'est chez vous que ça doit se passer. Et le mystère, c'est le Seigneur, c'est le mystère qui décide quand vous partirez. Il était très heureux. Et ben, il est parti mardi dernier, après son petit déjeuner. Il est allé s'allonger dans son bureau, sur son divan. Il a fait sa petite sieste à 9 heures du matin et il ne s'est pas réveillé. Et il est parti avec ses enfants et sa famille autour de lui dans son sommeil à 96 ans. Chapeau, Et quoi. là, c'était son Donc, heure. voilà, quoi. C'est comme ça que ça peut se passer un nombre de fois incommensurable. Et on va travailler pour que ça continue. Et je ne résiste pas, avant qu'on écoute Marie-Lise Pelletier, de vous donner le message que le pape Léon XIV a donné à des représentants de la Fondation Le Jeune récemment. Je cite, Ah, jamais un médecin ne devrait se permettre, sur la base d'algorithmes de laboratoire, de décider de la vie de tel embryon ou de telle personne âgée. Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée. Je répète, jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée. J'ai trouvé ces mots très très forts, je voulais vous les partager. On écoute. Le compte à rebours est lancé. Voilà des mois que vous vous mobilisez contre cette loi mortifère et vous êtes sûrement là de ce combat qui dure. Là, face à la surdité de beaucoup de nos politiques, devant les témoignages des malades, là des mensonges de certains idéologues, là aussi de ces débats trop rapides. Mais l'urgence n'a jamais été aussi grande. Où en sommes-nous? Malgré le double rejet de cette loi par le Sénat et une majorité toujours plus faible des députés en faveur du texte, le gouvernement veut le faire passer avant l'été. Le texte de loi revient donc en troisième lecture à l'Assemblée la semaine du 22 juin. Il est inscrit au calendrier du Sénat pour début juillet. En cas d'échec de cette troisième lecture, si le Sénat et l'Assemblée nationale ne s'accordent pas sur une même loi, le gouvernement pourra donner à l'Assemblée nationale le dernier mot. Un vote solennel est d'ailleurs prévu le 15 juillet au Palais Bourbon. La Constitution autorise en effet ce recours en cas d'impasse. Mais pourquoi un tel empressement? Si les débats se prolongent, c'est bien qu'il n'y a pas de consensus autour de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Or, comment peut-on faire adopter un texte si vertigineux de cette manière? Serait-on prêt à adopter l'euthanasie à une voix près? Face à l'opposition du corps médical, aux nombreux témoignages d'éligibles contre cette loi qui les menace directement, le gouvernement refuse la prudence et persiste pour un passage en force. Si ce calendrier est tenu et si suffisamment de députés maintiennent leur vote, la France inscrira dans la loi cette nouvelle rupture anthropologique. Alors que pouvons-nous faire? Continuer à contacter les parlementaires par lettre, en physique ou sur les réseaux sociaux. Participer aux différentes mobilisations organisées à Paris ou ailleurs. Continuer de sensibiliser autour de vous pour convaincre le maximum de personnes sur la gravité de cette loi. Enfin, mobilisez-vous sur les réseaux sociaux. De moins en moins de parlementaires sont favorables à cette légalisation. Rien n'est joué. Merci pour votre combat. Haut les cœurs. Voilà, l'euthanasie n'est pas un soin, le suicide assisté n'est pas de la médecine. Prenons soin de nos plus fragiles, c'est le propre d'une civilisation, sous peine de sombrer dans la barbarie. Ça, c'est moi qui le dis. Les amis, merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à la partager. Un grand merci à Valérie et à Eric qui se sont
et qui ont accepté de se libérer ce soir, alors qu'il y a 24 heures, ce n'était même pas prévu. Je vous remercie infiniment. Je savais que vous pouvez compter sur vous pour une émission où les choses puissent être mises à plat sur la table, vu l'expertise que vous en avez. À très bientôt. Et haut les cœurs, les amis, c'est pas terminé. Et soyez heureux parce que c'est ça qui les emmerde le plus.